Camerounais de nationalité. Il a fait ses études à l'UDM, Université des Montagnes, c'est à Baganté, à l'Ouest Cameroun. Il est médecin à SOS Médecins Cameroun. Il aime la lecture, il est aussi écrivain et auteur de 5 livres, parmi lesquels Stop, assez de mensonges sur le VIH, c'est le premier. Le second, La fonction marketing à l'hôpital. Le troisième, Le jeune entrepreneur africain. Quatrième livre, Un médecin atypique. Et enfin le cinquième, Sans idée de projet à débuter sans financement au Cameroun. Bienvenue au Dr Claudel Nobissi qui est sur ce plateau de votre émission Un jour une célébrité. Nous parlerons de la Startup Academy dont il est à la tête. Nous parlerons aussi de l'entrepreneuriat industriel et de son concept « J'ai vendu mon lit ». Monsieur Dr Claudel Nobissi, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Sentez-vous chez vous, chez nous? C'est un honneur pour moi. Alors, c'est vrai que la question n'était pas à l'ordre du jour, mais je ne vais pas m'empêcher de la poser. Votre premier livre, Stop, assez de mensonges sur le VIH. Il y a quel mensonge sur le VIH? Alors, c'est une très belle question. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que lorsqu'on rédige un ouvrage, l'élément le plus important, c'est le titre. Parce que le titre doit pouvoir à lui seul interpeller le lecteur et pousser le lecteur à comprendre le message global qu'on souhaite transmettre à travers l'ouvrage. Alors, les mensonges, en réalité, il ne s'agit pas des mensonges. Il s'agit de certaines informations connues de la communauté scientifique avec des références reconnues sur le plan international, mais dont on ne fait pas suffisamment de marketing dessus ou de communication dessus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas au courant de ces informations. Je vais prendre quelques-unes. La première information est la suivante. La plupart des personnes ont déjà eu à faire un test de dépistage du VIH, soit lors des campagnes de dépistage, soit dans un hôpital, soit lors d'une affection ou peut-être par inadvertance, on a eu à réaliser un test qui s'est révélé par exemple positif. La première chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que en fait, les tests de VIH ne détectent pas dans le sang le virus VIH. Ça, c'est une information qui est importante à comprendre. Parce que notre organisme fonctionne avec certaines entités qu'on appelle des anticorps qui sont chargés de combattre les corps étrangers qui entrent dans l'organisme, comme des virus, comme des microbes, comme des parasites. Donc, quand il y a un microbe qui entre dans votre organisme, qu'il s'agisse d'un virus, d'un parasite ou alors de tout autre microbe, l'organisme produit des substances qu'on appelle des anticorps qui doivent aller combattre ce germe qui vient d'entrer. Donc, les tests qu'on réalise, surtout les tests de diagnostic rapide qu'on utilise dans la plupart des campagnes de dépistage et tout, ces tests détectent les anticorps qui sont en train de combattre le virus entre guillemets. Donc, ça ne détecte pas le virus en lui-même. Et ça, c'est une importante information pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des cas dans lesquels le test peut détecter ces anticorps, mais ces anticorps n'étaient pas en train de combattre le virus. Étaient en train plutôt de combattre une autre maladie ou une autre situation médicale, comme le paludisme, comme par exemple l'infection à chlamydia. Depuis l'année 2016, vous êtes à la tête d'une Startup Academy. Est-ce que les jeunes s'y intéressent véritablement, d'abord? Ensuite, combien de jeunes formez-vous lorsque vous lancez une start-up? Et enfin, et pourquoi mettez-vous l'accent sur les cosmétiques? Pourquoi en tant qu'homme, c'est rare? Ce qu'il faut savoir, c'est que Startup Academy, c'est une structure qui a vu le jour en février 2016. Ça a débuté avec des conférences. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 3 activités principalement. Ce que nous appelons à la Startup Academy le trépied idéologique. Pardon. Le trépied idéologique, c'est dans 3 étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. Donc, on a débuté en 2016 en faisant des conférences dans les hôtels, dans les différentes villes du Cameroun. Le but, c'était de faire quoi? De sensibiliser dans un premier temps un maximum de jeunes. Parce qu'il faut savoir que notre population est faite de plus de 60% de jeunes. Donc, c'est la population cible que nous avons voulu toucher au départ afin de leur faire comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat. La deuxième étape, c'est la formation. Parce qu'après avoir sensibilisé, il faut donner des aptitudes pratiques à ces personnes-là qui ont bénéficié de ces informations pour leur faire comprendre que c'est possible de le faire. Dans la formation, on a débuté dans nos sièges. C'est ainsi qu'on a ouvert notre premier siège à Douala. Ensuite, on a ouvert un siège à Yaoundé pour pouvoir donner dans ce savoir-faire pratique-là. Et dans la troisième étape, c'est l'investissement dans des projets. Et c'est dans cette étape qu'intervient dans la cosmétique. Mais peut-être la cosmétique est plus visible parce que ça fait partie de nos projets. Parce que nous investissons dans des projets.
qui appartiennent à la Startup Academy. Donc il y en a plusieurs. Parce que j'ai constaté, vous mettez beaucoup d'accent sur la cosmétique. Pourtant, vous pouvez mettre aussi l'accent sur un autre projet ailleurs plus bénéfique pour tous les Camerounais. J'en viens. Oui. J'explique d'abord le fait que la cosmétique, c'est juste l'un de Oui. ces projets sur lesquels nous avons eu à investir. Oui. Le premier s'appelle Startup Colors. C'est le tout premier projet que nous avons lancé. Oui. C'est un projet à travers lequel nous fabriquons des produits comme de la craie, Oui. ou encore de la peinture, parce Ouais. que c'est une aberration que ces produits soient toujours importés. Ouais. Le deuxième projet que nous avons mis sur pied, c'est Startup Cosmétique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cosmétiques représentent plus de 150 milliards de chiffres d'affaires au Cameroun. Et un autre élément important, c'est que tout le monde utilise des produits cosmétiques. Ouais. Et parfois plusieurs fois par jour, surtout les femmes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le dentifrice est un produit cosmétique. Bon, tout le monde va se brosser tous les jours. Ouais. Vous allez utiliser un savon, vous allez utiliser une huile. Une femme va mettre un rouge à lèvres, elle va Ouais. mettre un fond de teint, elle va Ouais. mettre un parfum, Ouais. etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des produits cosmétiques qu'on utilise plusieurs fois par jour Ouais. et dont le marché est contrôlé à 75% par les étrangers. Wow. Et À 75% par les Par les étrangers. étrangers, bien sûr. Et c'est une aberration. Et quand je parle de cosmétiques, j'enlève les intrants qui sont aussi majoritairement importés. Donc c'est un secteur d'activité très stratégique dans lequel nous avons voulu nous investir de façon beaucoup plus dynamique. Ouais. Parce qu'il est quand même insensé en 2020 de Ouais. continuer de se laver avec un savon importé. Pourtant c'est D'accord. une technologie élémentaire. Vous encouragez vos jeunes frères et sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat via les réseaux sociaux. Avez-vous le sentiment que vos messages sont entendus? Et est-ce qu'ils s'y intéressent vraiment et se lancent vraiment dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est une très belle question qui me permet de revenir sur un pan de la question précédente à laquelle je n'ai pas apporté de chiffres, c'est-à-dire combien de jeunes nous avons déjà formés à ce jour. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 7000 jeunes que nous avons formés en pratiquement 3 ans, en sachant que notre communication elle est exclusivement digitale à travers nos plateformes en ligne, notre site internet, Startup Academy 237.cn, ou encore notre page Facebook, ou encore les numéros WhatsApp où nous avons des professionnels dans l'entrepreneuriat qui encadrent dans ces jeunes-là. Nous formons aussi Donc, via WhatsApp. Oui, bien évidemment. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce chiffre, bien que n'étant pas glorieux, Oui. nous montre quand même qu'il y a un certain engouement. Oui. De plus en plus de jeunes sont intéressés par l'entrepreneuriat. Peut-être par défaut, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu trouver d'emploi, peut-être par rapport au taux de chômage qui ne fait qu'augmenter, Oui. peut-être parce que les écoles ne répondent plus spécifiquement aux besoins Oui. des étudiants qui ont eu à faire beaucoup d'études et qui finalement se rendent compte que leur diplôme ne leur permet pas de s'insérer dans la société. Donc de plus en plus, il y a une croissance et une effervescence et on peut en être tout fier. Et on invite donc le maximum de personnes qui ont des compétences qu'ils peuvent transmettre à d'autres jeunes Oui. de s'intéresser à ce secteur d'activité-là Oui. afin qu'ensemble, on soit encore plus efficace. D'accord. Alors, monsieur Dr Claudel Lobessi, c'est quoi le concept J'ai vendu mon lit? Quand on vend le lit, c'est pour dormir où? J'ai vendu mon lit, c'est un concept que j'ai commencé à utiliser après la faculté de médecine, parce que je suis sorti en 2014. Ouais. Et quand j'ai fini la faculté de médecine, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien. Pourquoi je dis que je ne connaissais rien? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'enseigne pas en faculté de médecine et que sur le terrain, on devient juste des exécutants. Je vais prendre un exemple tout simple. En faculté de médecine, on va nous parler par exemple du paludisme. Ouais. On va nous expliquer ce que c'est que le paludisme, la physiopathologie, comment traiter le paludisme. Mais dans les livres, on va nous parler de certaines molécules qu'on doit utiliser pour traiter le paludisme. Ouais. Et en général, ces molécules-là ont été mises sur pied par des laboratoires étrangers. Ouais. Ce qui fait qu'on va retenir le traitement du paludisme avec un traitement qui provient d'une industrie N'est pas la occidentale nôtre. Oui. ou indienne, ça va dépendre de Oui. Donc on devient donc des exécutants en tant que médecin. Oui. Moi par exemple, j'ai mené une enquête. J'allais dans des hôpitaux, c'était dans la ville de Yaoundé, j'ai eu un échantillon de 53 hôpitaux. Et je posais une question aux médecins, est-ce que vous pouvez me citer 3 médicaments qui sont fabriqués au Cameroun? Et 90% des médecins n'arrivent pas à citer un seul. Et c'est un gros problème, parce que les médicaments qu'on utilise à l'hôpital sont aussi importés. Ça veut dire que le Cameroun doit rembourser l'argent de ces médicaments en devises. Et le médecin, quand il sort donc de l'école, il devient donc il est au plus bas de la chaîne. Donc il est en train de faire tourner les industries occidentales Oui. avec ses prescriptions médicales au quotidien. Oui. Et aucun autre pays ne fait ça. Nous sommes les seuls à le faire, du moins beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Oui. Aux États-Unis, on ne consomme pas les médicaments qui ont été fabriqués en France, en tout cas très peu. Et qu'eux, ils consomment aussi le paracétamol. Ils Mais fabriquent Oui, ils fabriquent leurs propres médicaments Oui. avec les industries américaines. Oui. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Italie, qui est aussi en Europe.
Les Italiens consomment les médicaments fabriqués par les industriels italiens et non ceux français. Oui. Nous, en Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier, nous, on passe le temps à prescrire des médicaments qui viennent de la France, qui viennent de l'Inde, qui viennent de l'Allemagne, De la qui viennent Chine. de l'Italie. Parce que depuis l'école, on ne nous enseigne que ça. Ouais. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un livre qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs guides de prescription médicale Oui. au Cameroun. Oui. Ça s'appelle le Vidal. Si vous partez dans les pharmacies, il y a un très gros livre que les pharmaciens utilisent, ça s'appelle le Vidal. Il y a même une application mobile. Ouais. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est un document dans lequel il y a des médicaments avec les indications, comment les prescrire. Mais c'est un document qui ne comporte qu'en majorité les médicaments français. Mhm. Ça veut dire lorsque tu utilises ce guide, en fait, tu vas passer toute ta vie à ne prescrire que des médicaments fabriqués Français. en France. En fait. Ouais. Donc c'est une technique d'intelligence économique qu'ils utilisent pour transformer les médecins en leurs commerçants Oui. de leurs médicaments. Oui. Et ça, on ne nous apprend pas ça en faculté de médecine. Et comment inverser ça? Alors pour inverser ça, il faut arrêter de sommeiller sur le plan intellectuel, Ouais. se réveiller, allumer le bouton on de son cerveau et arrêter donc de dormir et vendre son lit intellectuel et non le lit physique Ouais. qui est indispensable parce que le sommeil permet de réparer. Parce les qu'il est cellules. important que nous aussi commençons à produire, à fabriquer nos propres médicaments. Absolument, il y a certains qui le font déjà, mais il faudrait qu'on le fasse un peu plus. Mais ils ne sont pas soutenus financièrement parce que c'est. Alors, c'est est-ce qu'ils ne lourd. sont pas soutenus financièrement? Je ne pourrais pas le dire réellement. Ouais. Je vais vous prendre un exemple. La médecine traditionnelle, Oui. c'est la médecine la plus scientifique au monde. Il y a très peu de personnes qui le savent. Oui. Ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle sont plus scientifiques que les médecins. Hein? Ah Pour une bon? raison qui est très simple. Parce qu'eux, ils passent leur temps à faire des études scientifiques. Oui. Ça veut dire qu'ils identifient des plantes. Oui. Dans les plantes, ils essayent d'extraire les principes actifs. Oui. Ils essayent de tester ces principes actifs sur le plan clinique, sur des patients qui souffrent de la fièvre typhoïde, du paludisme, etc. Oui. Ils évaluent si ça fonctionne avant de vendre ça. Peut-être sur des formes qui ne sont pas sur le plan esthétique adéquates, mais en fait, ils sont en train de procéder de façon scientifique Oui. à l'identification d'un principe actif, à son évaluation et à sa commercialisation. Ouais. Ce que le médecin ne fait pas. Ce que le pharmacien ne fait pas, qui sort de l'école et devient juste gestionnaire de stock. Il reste juste à la pharmacie en train de dire qu'on a importé tel stock de médicaments, le stock est fini, et il se retrouve en train de vendre de l'eau salée importée. Ça veut dire qu'il y a des médicaments qu'on utilise comme spray. Oui. Ça s'appelle des décongestionnants nasaux. C'est de l'eau salée? Oui, c'est juste de l'eau salée. Donc entre le praticien qui va prendre une plante, il extrait le principe actif, il fait un médicament qui permet de se traiter la fièvre typhoïde. Et le pharmacien qui a fait 7 ans, il était major parce qu'on a collé les petits toute la nuit, parce qu'il a soutenu, il était le meilleur. Et il se retrouve en train de gérer les stocks et vendre l'eau salée importée. Qui est plus scientifique? Autrement dit, nous devons faire confiance à la médecine traditionnelle. Ce n'est pas qu'on doit faire confiance, c'est la plus scientifique, c'est la plus ancienne, c'est la plus efficace. Je vais prendre un autre exemple. Tous les jours, on dit que les États-Unis ont gagné, le Vietnam a gagné les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'un des facteurs qui a fait en sorte que les Vietnamiens gagnent les États-Unis, c'est la médecine traditionnelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'à cause du paludisme. Parce que quand les soldats américains arrivaient au Vietnam, quand ils souffraient de paludisme, en fait, ils mouraient. Sauf que les Vietnamiens, qu'est-ce qu'ils prenaient pour se soigner du paludisme? En fait, la Artémisia, qui est une plante. Oui, c'est une plante. Aujourd'hui, on fait comme si c'est une découverte, pourtant ça existe depuis des milliers d'années. Wow. Parlons à présent de SOS Médecins. Pourquoi devons-nous faire confiance à SOS Médecins au Cameroun? C'est quoi la plus-value de SOS Médecins? Alors, SOS Médecins, c'est une structure qui a vu le jour en 2014, pour être plus précis. Moi, j'ai fini de soutenir ma thèse de médecine en novembre 2014. Oui. Et juste après, je décide de mettre sur pied SOS Médecins Cameroun, Oui. qui est une plateforme qui a débuté en ligne et qui avait pour but d'apporter des conseils en ligne et surtout des consultations à domicile. Oui. Parce que je m'étais rendu compte qu'à l'hôpital, on avait le problème des files d'attente. Oui. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, se retrouvent aux urgences alors qu'ils n'ont pas de problème urgent. Oui, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital. Plus de 80% des patients qui arrivent aux urgences n'ont pas de problèmes urgents. C'est quoi un problème urgent? Un problème urgent, ça peut être quelqu'un qui est dans le coma. Ah, Ça d'accord. peut être quelqu'un, par exemple, qui a perdu beaucoup de sang, qui a Oui. été victime d'un accident de la voie publique et Oui. qui a besoin peut-être d'une intervention en urgence. Ça, c'est une Oui. urgence. D'accord. Alors que tu vas retrouver aux urgences des gens qui souffrent de la grippe. Mais qui les oriente en urgence? On Il les n'y a oriente rien pour les forcément. orienter en fait, puisque quand ils arrivent à l'hôpital, eux ils estiment que leur problème est urgent et pas urgent. Donc ils
perdent du temps à ceux qui ont des problèmes urgents. Alors qu'avec une plateforme en ligne, étant donné qu'aujourd'hui on parle de génération tête baissée, la plupart des personnes et même des patients sont en ligne. Oui. Moi par exemple, j'ai le Même numéro. les patients sont en ligne. Moi j'ai le numéro de tous mes patients sur WhatsApp. Ouais. Puisque étant donné que notre communication est digitale, Ouais. tous les patients qui viennent se faire consulter chez Ouais. nous ont aussi un numéro sur WhatsApp. D'accord. Ça permet de les suivre, Oui, ça permet oui. de créer la relation Oui. et de faire ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est quoi la pharmacovigilance? C'est le fait d'évaluer les effets d'un médicament dans la durée. Oui. Quand vous partez à l'hôpital, on vous prescrit un médicament. Il y a très peu d'hôpitaux où on contrôle l'effet du médicament 24 heures, 48 heures, 72 heures après. Ce qui fait qu'il y a certains patients qui viennent à l'hôpital, on leur prescrit un médicament, ils boivent et ils en meurent directement. Mais on ne peut pas savoir que c'est le médicament qui les a tués. Pourquoi? Parce qu'on n'évalue pas l'efficacité du médicament et les effets indésirables dans la durée. Je peux le comprendre parce que quand un médecin consulte 50 Mais c'est patients, une erreur 60 grave, ça. patients par jour, c'est difficile de le faire. Ouais. Donc, étant donné qu'on est en contact avec les patients, peut-être sur WhatsApp, Ouais. moi par exemple, quand je prescris un médicament à un patient, je reste en contact avec lui pendant les 72 heures qui suivent la prescription. Ouais. Donc s'il y a un problème, il m'écrit directement sur WhatsApp pour dire docteur, je vomis toujours, ou alors j'ai un nouveau symptôme. Et directement, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux intervenir à domicile. Ouais. Ou alors je peux lui faire une ordonnance électronique pour modifier celle que j'ai eu à lui prescrire ou stopper le médicament. Ouais. Donc ce contact-là, c'est une plus-value qui n'est pas mesurable en termes d'effets bénéfiques. D'accord. Que pensez-vous de la jeunesse camerounaise actuelle? Travailleuse, paresseuse? Je pense que le problème de la jeunesse camerounaise, c'est qu'elle est trop intelligente. Hey. Ah bon? C'est bizarre, n'est-ce pas? Ouais. Oui, trop intelligente, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un problème, on essaye de trouver une solution. Ouais. On coupe le courant, on va essayer de trouver une solution. Ouais. On coupe l'eau, on va essayer de trouver une solution. On nous martyrise sur le plan politique, on va essayer de trouver une solution pour contourner. Ouais. Jamais on ne va aller frontalement. Ah ouais. Ça veut dire que notre problème, c'est d'être trop intelligent. Parce que quand on est trop intelligent, chaque fois qu'il y a un problème, on essaye de contourner le problème. Ouais. Les autres, eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Quand il y a un problème, on s'arrête, on marche. On s'arrête, on fait des manifestations. Ouais. Mais nous, on essaye de se dire, bon, pardon, moi, je ne veux pas me retrouver dans les problèmes compliqués, mais je trouve une solution pour contourner le problème. Donc, la jeunesse camerounaise est extrêmement intelligente, extrêmement travailleuse. Et peut-être même, ça devient un problème parce que cette jeunesse travaille un peu trop et un peu trop intelligent. Et parfois, on ne s'arrête pas pour dire non, on ne peut plus continuer comme ça face à certains problèmes. Ouais. Voilà. Violence en milieu scolaire, vous avez un mot à dire là-dessus? Si oui, c'est quoi? La violence en vos milieu jeunes scolaire frères? commence d'abord par la répression économique. Parce que qu'est-ce qui peut pousser un enfant à devenir violent? Il faut savoir que les enfants ne font que ce qu'ils voient. Les enfants font ce qu'ils voient et imitent ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui se retrouve à l'école, il a commencé d'abord par grandir dans un cadre familial. Un cadre familial où parfois la maman, lorsqu'elle a accouché, elle a été abandonnée par exemple par le père de l'enfant. Et après, elle s'est retrouvée dans des difficultés économiques. Et peut-être elle n'a pas eu la chance que l'enfant ressemble beaucoup aux parents. Ce qui fait que chaque fois qu'elle voit l'enfant, en fait, elle se rappelle de son père. Et de façon inconsciente, elle va manifester des attitudes et des comportements qui correspondent à une sorte de répression auprès de l'enfant, comme un peu pour se venger de son père qui l'a abandonné. C'est subtil, c'est subliminal, mais ça laisse des traces et des séquelles au niveau de l'enfant. Ça, c'est un exemple. Ou alors un enfant qui se retrouve dans un cadre où ses parents ne peuvent pas lui apporter le minimum vital qu'il voit chez d'autres enfants. Ou alors un enfant qui a grandi dans un cadre où ses parents étaient violents, où ses parents, peut-être son père bastonnait sa mère, etc. Ou alors des enfants qui ont subi des violences infantiles. Ça peut être des viols, ça peut être des violences psychologiques et toutes ces autres choses que l'enfant peut subir. En fait, un enfant qui est violent sur le plan scolaire, c'est un enfant qui a grandi dans un environnement violent familial. Violent psychologiquement, violent moralement, violent physiquement même aussi. Et les répercussions donc, de tout ça, sur le plan familial, sur le plan sociétal, en regardant ce qu'il voit à la télévision, en regardant ce que les aînés font, naturellement, il comprend qu'il faut aussi qu'il se défende de façon violente lorsqu'il fait face à certains problèmes. Donc, c'est trop facile d'accuser l'école et le système éducatif qui est médiocre, parce qu'il faut l'avouer, parce qu'on apprend des choses inutiles qui ne servent à rien, qu'on doit même parfois enlever même de l'école totalement. Je vais vous prendre un exemple. Ce que je vais dire, ça peut choquer. Il y a des formations qui sont inutiles. Quand je dis inutiles, c'est par rapport aux besoins que nous avons actuellement dans notre pays. Lorsque quelqu'un va à l'école et il décide d'étudier, par exemple, la géographie, c'est bien. La géographie, c'est très bien. C'est une très bonne discipline qui peut permettre de résoudre certaines problématiques. Mais j'ai envie de me poser la question, avec les programmes de géographie qu'il y a à l'école,
comment est-ce qu'il va faire pour s'insérer sur le plan professionnel lorsque même les médecins ne trouvent pas d'emploi? Les médecins au Cameroun, on ne le dit pas suffisamment, le Cameroun forme en moyenne 1000 médecins par an. Ça, c'est une statistique qui a été donnée par l'ancien président, l'ancien vice-président de l'Ordre national des médecins du Cameroun il n'y a pas 6 mois. Et sur les 1000 médecins, il y a environ 700 qui ne trouvent pas un emploi décent par an. Ce sont les médecins. Je veux dire, quand le médecin lui-même n'arrive pas à trouver un emploi décent, combien de fois celui qui a fait géographie? Donc j'ai envie de dire, pourquoi donc continuer de former des gens à faire des disciplines qui vont faire en sorte que sur le plan professionnel, ils aient énormément de difficultés à s'insérer compte tenu de notre environnement. Donc ces disciplines sont importantes, comme je l'ai dit précédemment. Mais par rapport à notre environnement, normalement, on devait réorienter les professionnels, les étudiants à pouvoir faire des disciplines, ou alors lorsqu'ils font ces disciplines, qu'on puisse leur montrer de façon pratique comment ils peuvent mettre ça sur pied de façon opérationnelle juste après leur formation. Docteur Claudel Nobissi est-il marié? Pas encore. Pourquoi? Parce que le moment n'est pas encore venu, on va le dire comme ça. C'est vrai que j'ai une vision particulière concernant l'amour. C'est un thème que les gens aiment beaucoup, l'amour est monté, l'amour est descendu. Pour moi, l'amour, c'est une distraction. L'amour, c'est un luxe. C'est les gens qui ont déjà atteint un certain niveau qui peuvent parler de l'amour. On n'est pas au niveau où on doit parler de l'amour. Monsieur, docteur Claudel Nobissi n'est pas amoureux? C'est dramatique ce que je dis, n'est-ce pas? Ça peut choquer. Je suis choquée. En fait, il n'y a que les intérêts qui guident nos choix. Et pas l'amour. Et quand je dis intérêt, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est le Autrement dernier des dit, intérêts. aucune femme ne partage votre vie ni votre lit? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis D'accord. juste en train de faire comprendre que on nous a mis dans un monde où c'est l'amour. Il faut être amoureux, il faut aimer la femme, aimer l'homme, etc. Ouais. Mais on est en train de nous éloigner du fait que c'est d'abord l'intérêt qui doit guider notre choix. Parce qu'aujourd'hui, l'orientation scolaire, ça commence avant même de se marier. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui disent qu'ils vont orienter leurs enfants quand ils seront en troisième. Ouais. Pour choisir s'ils vont faire la C ou la A. Non, l'orientation, c'est avant de tomber enceinte. Parce que si vous décidez de vous mettre avec un homme parce que vous êtes amoureux et que vous commencez à faire des interviews, faire beaucoup de choses jusqu'à l'enfant vient. Ouais. Et quand l'enfant vient, vous ne vous êtes pas rassuré que vous avez les prédispositions financières pour garantir un certain avenir à l'enfant. Vous avez orienté cet enfant. Parce qu'il y a certaines opportunités qu'il ne pourra pas saisir parce que vous n'avez pas d'argent. Oui. Je prends un exemple. Il y a certaines écoles où il ne pourra pas aller parce que vous n'avez pas d'argent. Oui. Il y a certains environnements qu'il ne pourra pas fréquenter parce que vous n'avez pas d'argent. Et que vous avez choisi par l'amour, sans prendre en considération les intérêts et ce que vous êtes capable de réaliser après, que l'enfant n'ait pas accès à certaines opportunités. Voilà comment l'amour oriente nos enfants au quotidien. Les gens font des enfants parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont amoureux, parce qu'il pleuvait. Parce Au lieu qu'il de pleuvait. réfléchir ce qu'on peut faire avec la pluie, ils étaient en train de faire l'amour. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'amour, c'est un luxe. L'amour, c'est pas pour des gens qui sont pauvres. Quand on est pauvre, la première chose qu'on doit faire, c'est chercher des revenus pour améliorer ses conditions de vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus, très peu d'hommes peuvent se mettre avec une femme qui ne faut rien. De Oui. plus en plus. C'est avant que nos parents allaient au village, ils prenaient une femme qui va juste venir s'occuper de la maison. Aujourd'hui, si vous ne faites rien, vous n'êtes rien. Si vous n'avez pas d'argent, personne ne vous respecte. Et Ouais. comment est-ce que dans ce contexte, on veut nous parler de l'amour lorsqu'on n'a pas d'argent? Ça peut choquer, ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que l'amour est supérieur ou l'argent est supérieur à l'amour. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour aussi. On peut aimer ses parents, Oui. on peut aimer ses enfants. Mais lorsqu'on sort du cadre On familial, aime aussi sa femme. et on se retrouve dans la jungle qu'est l'environnement, la société, on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre avant de parler d'amour. Parce que si c'est que vous parlez uniquement d'amour et que vous vous dites que non, les intérêts, ce sont les biens terrestres, le Seigneur est monté, descendu. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'orienter vos enfants à être des brigands demain. Parce vous allez faire en sorte qu'ils grandissent dans un environnement où ils ont manqué de tout. Oui. Ils vont essayer d'arracher aux autres Oui. ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier dans leur environnement. Arracher, Au nom c'est-à-dire? de l'amour. Comme le fait d'agresser, Ah, par ok. exemple. Mais vous reprochez aux gens de faire l'amour lorsqu'il pleut. Quand il pleut, il fait froid, surtout à l'Est Cameroun. Quand il pleut, il fait froid. Et quand il fait froid, il faut se réchauffer. Le Cameroun, c'est l'un des pays qui a la plus grande pluviométrie au monde. Et il y a beaucoup de pays qui nous envient par rapport à notre pluviométrie. Et ce qu'on peut en faire sur le plan scientifique, c'est énorme, en commençant par l'agriculture. Et que si on s'intéressait à la pluviométrie de notre pays et qu'on développait le patrimoine culturel du Cameroun en partant par l'agriculture, C'est quoi la pluviométrie? en fait, c'est le fait que le Cameroun est arrosé d'eau.
Dans pratiquement tous les départements ont les noms des cours d'eau. Mais on se retrouve en train de manger des poissons qui sont morts depuis 4 ans. Alors qu'on est dans un pays où il y a Morts des depuis 4 ans. Oui, parce que les poissons congelés, parfois, ils sont morts depuis 4 ans. Et c'est ça qu'on mange tous les jours. Alors qu'on est dans un pays dont les départements ont les noms des cours d'eau. Ça veut dire que la technologie nous permet, à travers ce que la nature a permis qu'on puisse bénéficier, de pouvoir produire des poissons localement. Oui. J'apprécie certaines initiatives comme une que j'ai eu à voir en Balmayo, où ils produisent des poissons localement et ils font en sorte que dans des poissonneries, vous puissiez acheter des poissons vivants. Et que vous puissiez aller dans un snack bar et voir une femme qui fait du poisson brisé, mais vous choisissez votre poisson dans un aquarium vivant. Oui. C'est ce poisson que vous mangez. Aujourd'hui, c'est où en Balmayo. Aujourd'hui, on a une nature qui a fait en sorte, qui a béni le Cameroun. Mais aujourd'hui, pendant qu'il pleut, nous on fait l'amour. Étrange. D'accord, c'est terminé pour cette émission. Dr Claudette Ndoubessi, merci d'être passé par ici. Je vous remercie. Je lève mon mug, je vous invite à lever le vôtre. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre entreprise et surtout, j'espère que vous apprendrez à aimer une femme. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer. Ouais. On aime après avoir eu les moyens qui nous permettent d'aimer. Les pauvres n'ont pas le droit à l'amour. Je vous souhaite aussi beaucoup d'argent. D'accord, merci. À très bientôt. Okay. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao, ciao.